Je dis toujours à la génération montante, trouvez-vous des mentors. Plus qu'un coach. Un coach, ça va t'apprendre à des choses tactiques. Un mentor, c'est quelqu'un qui va être avec toi pour des années, sans te juger, va toujours être là pour te dire les vraies choses, puis t'aider à vraiment grandir, puis ouvrir les portes qui seraient impossibles d'ouvrir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Mon invité d'aujourd'hui m'a été présenté par une amie commune qui est ambassadrice d'Epic, la fondation que je dirige, et qui m'a parlé de cet homme, CFO de Google, en disant « Mais oui, c'est un CFO de Google, mais il est humain, il est altruiste, il est évidemment brillant. » Je l'ai rencontré, nous sommes très bien entendus. Il est biculturel, il aime l'Amérique du Nord où il a grandi, il habite aujourd'hui en Europe, à Londres précisément. Il est originaire d'un quartier populaire de Montréal. Il a su conquérir la Silicon Valley en devenant l'un des piliers du géant Google. Diplômé de l'université d'Oxford, il a intégré, grâce à la bourse Rhodes, ce véritable bourreau de travail est passé par McKinsey et Bell avant de rejoindre en 2008 l'équipe dirigeante du célèbre moteur de recherche. Il y passe des années et en 2015, il décide de tout quitter, mais vraiment tout quitter, pour voyager pendant 2 ans. Il rejoint après le monde de l'investissement tech avec une société d'investissement qui s'appelle Innovia Capital, tout en intégrant le conseil d'administration de Twitter qu'il préside lors du rachat, qui était hostile, d'Elon Musk. Comment s'est-il hissé jusqu'aux plus hautes sphères de la Silicon Valley en venant d'un des quartiers les plus pauvres du Québec? Quels ont été les dessous de la croissance de Google? Quels sont les secrets du rachat de Twitter par Elon Musk? Le temps d'une pause, il revient avec nous sur son parcours incroyable en nous emmenant dans les coulisses des entreprises les plus iconiques de la tech et nous parle engagement, recrutement, égalité des chances et leadership. Bonjour Patrick Pichette. Bonjour Alexandre. Tu t'attendais que je continue à dire encore pendant une heure plein de choses sur toi? Ta bio infinie, j'étais un peu surpris. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va dangereusement bien, je pense que c'est la bonne. C'est parce que tu dis ça va trop bien pour que ça continue, c'est ça que tu dis? Non, c'est juste que je pourrais me plaindre, mais personne ne m'écouterait. Là. Tu es né et grandi à Montréal, un quartier très difficile. D'ailleurs, souvent tu dis que c'est un des zip codes, donc un des codes postales les plus pauvres de la région. Tu as un frère et une sœur, tes parents étaient ouvriers. À quoi ressemblait ton enfance? Mon enfance, elle était heureuse. C'est dur quand tu es un enfant heureux, je dois avouer que j'ai eu la grande chance d'avoir... J'avais une famille stable, j'avais des parents qui nous aimaient, on n'avait pas de problème d'alcool, tu marches dans la rue, là, puis tu vois toutes les familles qui ont toutes leurs... Nous, chez nous, c'était comme très vanille, là. Il n'y avait pas de crise. J'ai un père qui travaille pour la Radio-Canada, qui est l'équivalent là, des chaînes publiques. Il est technicien. J'ai une mère qui travaille dans l'équivalent des Galeries Lafayette comme vendeuse. Là. Fait que, tu sais, on classe moyenne, très moyenne. Tu sais, on n'a pas de chalet, on n'a pas de maison, de deuxième maison. Il n'y a rien de tout ça. Là. Mes parents, je me rappelle très bien, mes parents investissaient beaucoup dans notre éducation, dans nos loisirs. C'est des gens qui avaient... Mes parents ne savaient pas nager. Ils n'ont jamais skié, ils n'ont jamais... Il n'y avait pas d'opportunité, ces gens-là. Fait qu'ils travaillaient, ça, comme vous dites ici, ça bosse fort, ça bosse dur, puis ils voulaient une meilleure vie pour leurs enfants. Je parlais de ces études brillantes que tu as faites. Ce qui se passe, c'est que tu n'aimais pas l'école. Moi, j'ai haï l'école toute ma vie. J'étais au bureau du principal avec, tu sais... Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que tu n'étais pas bon? Parce que tu faisais la foire? Parce que c'est tellement lent, l'école. Tu es assis sur un banc, des heures de temps. Puis moi, tu t'ennuyais, en fait, tu t'ennuyais. Je m'ennuyais pour mourir, puis j'étais un enfant, comment qu'ils disent, là, ADHD, là. T'es très actif. Très actif. Puis avant le Ritalin, avant toutes les drogues, fait qu'ils pouvaient pas me médicamenter, là, puis moi, j'étais en train de virer fou, puis c'est tellement plate, là, tu sais, écouter des professeurs d'histoire, puis c'est drôle parce qu'il y a pas de mauvais sujets, c'est ce que j'ai appris plus tard dans ma vie. Il y a juste des mauvais professeurs. J'aime bien parler des bucket list, cette liste de choses que tu aimerais faire plus tard. Toi, quand tu es tout jeune, quand tu vis dans un monde où il y a peu de choses, où il n'y a pas de superflu, en tout cas dans ta famille de classe très moyenne, comme tu l'expliques toi-même, c'est quoi ton rêve?
La seule chose que j'ai gardée de ma jeunesse, c'est la liberté d'un vélo. Parce que quand tu es jeune, puis nous, on habite les banlieues qui se développent, là, fait que la moitié de la banlieue est développée, l'autre moitié, c'est juste des champs puis des campagnes. Alors, puis les gens habitent là, c'est loin parce que c'est pas cher. T'sais. Avec le temps, tout s'est développé. Là. Mais quand tu as un vélo puis tu as 11 ans, puis tes parents te disent... Ouais. Tu peux revenir, mais seulement après 17 heures parce qu'on ne veut pas dans la maison, parce qu'on a d'autres choses à faire. Fait que là, tu as toute la planète à toi en vélo. Moi, j'ai exploré. Cette liberté que tes parents t'ont donnée, toi, avec tes enfants... Mais 3 enfants dans ma famille, puis 3 enfants ont pris la même liberté de façon complètement différente. Donc, dans tes enfants? Non, mais je veux dire, mon frère puis ma sœur. Ouais. Mais aujourd'hui, quand vous avez, avec Tamar, ton épouse, éduqué vos 3 enfants... Tu leur as donné aussi cette liberté en disant, tu sais quoi, tu reviens à 17h. Nous, c'était ridicule. T'sais, nous, on sortait nos enfants de l'école pendant l'année scolaire. On est allé en Afrique, on est allé faire un voyage. Puis là, les professeurs, puis une autre fois, on est allé en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Puis les professeurs nous disaient, tu peux pas sortir tes enfants de l'école pendant 3 semaines comme ça au mois de février. Puis moi, je leur disais... Ben oui. Donnez-moi les mathématiques. Puis ils vont venir avec le meilleur scrapbook. Ils vont vous raconter des histoires que tous vos enfants qui vont être pris assis dans leur banc d'école. Là, moi, je l'avais vécu, je m'en rappelle. J'ai amené mes enfants partout sur la planète. T'sais. Puis, à l'époque, au début, on n'avait pas beaucoup de cash, Tamar et moi. On faisait des bons salaires, mais on brûlait toute notre cash à voyager. Ouais. Après le lycée, donc, tu intègres d'abord l'Université du Québec, tu obtiens un diplôme en gestion des affaires. Tu commences à dire ce que tu vas faire ou encore une fois, pas du tout? Non, T'avais un objectif, une projection que tu te donnais? Écoute, moi, j'ai quitté, au Québec, on a, je sais pas, la cégep, qui est juste après le secondaire, fini ça. Puis j'ai haï tellement l'école que je me dis, OK, it's over, c'est fini. Fait que là, moi, je vais être menuisier. C'est ça, donc tu veux être menuisier? Ouais, moi, je suis menuisier, tu sais, parce qu'être menuisier, t'as tout le temps du boulot. Ouais. Puis, t'sais, je regardais mes menuisiers, puis je travaillais sur un paquet d'autres chantiers. Puis là, les gars, ils rentrent le matin en sifflant sa job, puis je me dis, tu sais... À quel âge tu te dis ça? J'ai 19 ans. C'est un métier noble. C'est un métier où est-ce que tu sais que tu vas toujours avoir de la job. Je regardais les gens sur les projets dans lesquels je travaillais, puis tu peux devenir entrepreneur facilement. Right? Tu peux avoir des équipes à toi. T'es auto-entrepreneur. T'as ta vie. Fait que moi, je m'étais dit... Tu sais, ça va être quelque chose comme ça. Fait que j'ai fait, après le cégep, j'ai fait 1 an de travail communautaire, 9 mois de travail communautaire sur un programme du Canada à l'époque qui existait. Fait que j'ai fait 9 mois de travail communautaire à travailler à 1 $ par jour dans des communautés à travers le Canada. Puis, je cherchais tout le temps les jobs de menuisier parce que tu pouvais faire des... Puis encore aujourd'hui, j'ai toujours un backup, tu sais. Si tout arrête demain matin, puis je perds tout, puis je recommence à zéro, je remets ma ceinture, puis je peux faire des cadres de porte, puis je peux faire des escaliers, puis je sais comment ça marche. Puis... Et il se passe quelque chose à ce moment-là. Et on va en parler parce que c'est essentiel, ces rencontres. Raconte-nous qu'est-ce qui se passe avec... c'est un pote à toi qui va te dire que peut-être qu'il faut que tu ailles faire une université? Oui, ce qui arrive, c'est... Je suis dans l'Ouest canadien. Je suis opérateur de machinerie lourde dans les forêts canadiennes. On imagine, ouais. Fermez les yeux, fermez tous les yeux, imagine. Il fait moins 30 dehors, puis tu te lèves le matin, puis tu cours toute la journée, puis tu n'arrêtes jamais parce que si tu arrêtes, tu gèles. Fait que tu n'arrêtes pas. Puis t'es assis à chaîne, puis tu traverses, puis t'as de la forêt autour de toi, puis juste de la grosse machinerie lourde. Puis j'ai une amie à Montréal avec laquelle j'ai fait le cégep. Puis elle a décidé, pour un concours de circonstances, que je devrais aller à l'université. Je devrais pas perdre ma vie à être un opérateur de machinerie lourde ou être un menuisier. Fait qu'elle est allée voir mes parents, puis elle a dit, est-ce que je peux ramasser de l'information de Patrick? Je pense qu'on devrait le ramener à Montréal, puis il devrait aller à l'université. Comment elle s'appelle? Son nom, Anne-Marie. Ouais. Elle m'a inscrit à l'université, puis elle m'a écrit une lettre, ça c'est avant l'Internet. Merci. Elle m'a écrit une lettre, puis elle me dit, t'as été accepté à l'université, si tu veux revenir. Donc elle t'a vraiment inscrit? Non, elle m'a inscrite sans ma permission. C'est très important ce qu'on dit là pour les gens qui nous écoutent de nouveau. Ces gens-là, parfois, tu les entends, pas forcément, tu fais pas attention, mais on a tous des gens comme ça qui peuvent nous aider de changer cette trajectoire. Ce qui est aussi important, ce que tu fais toi maintenant au quotidien, c'est que tu rends ça. C'est que les gens qui t'ont aidé, toi aussi, tu dis juste des petites choses, des petits signes, des petits gestes. Ouais, t'as absolument raison. Moi, j'ai une règle d'or. Quand je suis pas certain, je
choisis la chose généreuse. Ouais. Quand je suis pas sûr, là, des fois, tu es certain, là, ça n'a pas de bon sens. Des fois, tu es certain, évidemment, qu'on peut. Puis quand j'arrive dans des situations mitoyennes où je suis certain, je prends toujours la chance de donner. Tout le temps. Parce que ça me coûte rien. Ou si ça me coûte un peu, c'est pas grave. On donne la chance au coureur. Alors, tu penses vouloir partir le plus vite possible. Ceci étant, tu sors, mais là, tu te dis, on va continuer les études quand même, parce que tu te retrouves là à l'université d'Oxford. Non, c'est pas comme ça du tout. Ah, raconte. Non, écoute, moi, je finis mon université en 2 ans et demi en me disant, good, done, right? Mais j'ai 3/4 de mon université de fait, puis j'ai un de mes professeurs qui vient me voir. J'ai eu un cours avec lui. J'ai passé tout le cours à débattre. Moi, je lisais non seulement son chapitre, mais 4 autres chapitres. Puis là, j'allais me prendre avec. Puis non, ta mathématique, ça ne fonctionne pas à cause de... Puis il a été suffisamment impressionné. Il m'a offert une job d'assistant de recherche un été. Puis à la fin de cet été-là, il m'a dit, connais-tu la bourse Rhodes? Ah, tu dis non, évidemment. J'ai dit, de quoi tu parles? Ouais. Puis il est revenu, un autre moment, il m'a amené une enveloppe jaune, puis tout ce qu'il m'a dit, c'est, fais juste remplir ça, puis ramène-moi là. Comment il s'appelle, ce professeur? Rod McDonald. Donc là, c'est une deuxième rencontre essentielle. Donc pour que les gens qui nous écoutent comprennent, la bourse Rhodes, donc c'est une bourse scolaire pour des jeunes brillantissimes à travers le monde qui pourraient faire leurs études à Oxford, en Angleterre. Donc t'hésites avant d'écrire cette non, lettre? Parce que moi, je remplis ça, j'ai rien à perdre. C'est certain que je ne vais pas aller à Oxford. Là. J'étais un gars de Montréal-Nord. Montréal-Nord, on reparle de Montréal-Nord, c'est pour toi, c'est là où tu as grandi, quartier difficile, c'est ça. Populaire. Comment tu penses que les bons élèves peuvent entendre parler de ces opportunités-là? Parce que c'est un peu ça le sujet. C'est que toi, si tu n'avais pas eu ce professeur-là, mais de nouveau, jamais, au grand jamais, tu aurais eu ces informations-là par tes parents ou même par l'université. Non, écoute, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Je pense que la communauté académique a une grande responsabilité, puis ils la font bien, somme toute, de trouver justement les gens qui sont avec beaucoup de potentiel, puis ils peuvent les sortir de la classe puis dire « Toi, t'es différent ». Puis c'est une grande responsabilité, en fait, puis je dis toujours à la génération montante, trouvez-vous des mentors. Plus qu'un coach. Un coach, ça va t'apprendre à des choses tactiques. Un mentor, c'est quelqu'un qui va être avec toi pour des années, sans te juger, va toujours être là pour te dire les vraies choses, puis t'aider à vraiment grandir, puis ouvrir les portes qui seraient impossibles d'ouvrir. Alors moi, Rod, quand il m'a dit « Fais-moi confiance, fais application, t'as une vraie chance », puis la prochaine chose que je sais, c'est que je reçois une lettre qui me dit « Vous avez une entrevue ». Puis je me souviens d'aller voir, je suis allé voir Rod, puis je lui donne la lettre, puis je dis « Ça veut dire quoi ça en bas? » Il dit, puis il me dit « Ça veut dire que tu vas au Mount Royal Club pour une entrevue, puis il va falloir que tu t'achètes un habit. » C'est ça que ça veut dire. Alors, moi, j'avais jamais eu d'habit de ma vie. Je vis ma vie en t-shirt. Un costume. Fait que là, j'ai besoin d'un costume, j'ai besoin d'une cravate, puis je me suis pointé là, puis je me suis ramassé à Oxford, puis ça a changé ma vie. T'arrives à Oxford. Puis là, toute la planète arrive à Oxford. Parce qu'à Oxford, c'est pas une université anglaise, Oxford. C'est une université internationale. Là, tu marches dans... Tous les gens sont d'un pays différent. Tous les gens parlent une langue différente. Toutes les dénominations, toutes les cultures. Puis là, tes yeux s'ouvrent, puis tu te dis « Wow! Le monde, c'est une grande place. On va en apprendre des choses. » Puis, non seulement ça, mais Rhodes fait une bonne job à te dire « On t'a donné une bourse. Right? Va changer le monde. » L'égalité des chances, c'est un sujet, tu le sais, qui me tient terriblement à cœur. C'est la même chose pour toi. Même chose pour moi. On a souvent parlé ensemble. J'ai lancé un projet autour de cette problématique qui s'appelle Infinite, une startup qui permet à des jeunes issus de milieux populaires d'avoir accès à des prêts à taux zéro sans garant afin de financer leurs études supérieures. Comment faire selon toi pour justement avantager ou pour développer cette égalité des chances? Moi, je pense que c'est toutes des initiatives à la base qui font une grande différence. Puis c'est ce que tu fais avec Infinite. C'est absolument essentiel parce qu'on n'attend pas. C'est ce que Françoise Brodeur, une de nos amies proches, à moi et toi,
Elle a... Et qui a été dans... D'ailleurs, je vous conseille à nouveau, ceux qui nous écoutent, d'écouter le podcast avec Françoise, qui était à ta place. Oh non, écoutez-le. Elle a une vraie histoire extraordinaire. Elle a une vraie histoire. Ton histoire est incroyable également. Mais... L'histoire qui vient du côté de Marseille, des parents qui sont très éloignés de ça, et elle se retrouve à être... Puis elle a créé une série de bourses. Puis ce qu'elle fait, c'est un peu différent, mais des gens ils ont 80% de leur éducation de fait, se trouvent dans le trouble, peuvent pas finir leur éducation, puis elle leur donne le dernier 1000 pour qu'ils puissent finir leur éducation, puis passer au prochain chapitre. C'est une organisation qui existe aux États-Unis, qu'elle finance. Qu'elle finance. Et voilà. Et donc, de mon côté à moi, dès que j'ai fini Oxford, j'ai appelé et mon collège, et quelques années plus tard, l'Université du Québec, où je suis allé. Puis immédiatement, je leur ai dit, j'ai pas d'argent encore, mais je vais en avoir un jour. Je veux commencer à mettre des bourses pour des gens qui sont intelligents puis qui n'ont pas un sou. Ton diplôme en poche, tu commences ta carrière. C'est pas uniquement l'université canadienne, c'est Oxford en plus. Donc là, beaucoup de gens sont intéressés par ton profil. Tu rentres chez Colnet, qui est une entreprise canadienne de communication. J'avais McKinsey d'abord. T'avais McKinsey d'abord. Quand j'ai terminé l'université, mon épouse maintenant, Tamar, elle m'a dit... Oui, tu as rencontré ton épouse sur les bancs d'Oxford. Hein? Sur les bancs d'Oxford. Fait que moi, j'ai rencontré ma blonde sur les bancs d'Oxford. Puis, elle devait retourner au Canada pour finir ses études en droit. Puis là, elle m'a dit, tu fais qu'est-ce que tu veux, mais moi, je vais être à Toronto. Alors, je me suis ramassé à Toronto. Puis là, j'ai commencé à vérifier pour qu'est-ce qui serait intéressant à faire. Puis, McKinsey m'a contacté, m'ont offert un poste. Puis, c'était parfait parce que je m'étais dit, je vais faire quelques années chez McKinsey, je vais apprendre tout ce que j'ai à apprendre en affaires sur le plancher des vaches. En formation, c'est exceptionnel. En formation, c'est absolument... Encore une fois, je dois énormément à McKinsey. Puis après ça, je me suis dit, j'irai partir ma propre chose. Right? Puis là, c'est ça. Je me suis ramassé chez Colnet, j'ai quitté McKinsey, je suis allé chez Colnet, je suis devenu vice-président. Et puis, on continue, Bell Canada, tu deviens CFO. Donc ça, c'est toute cette partie-là. Et c'est important que tu précises sur cet de conseil, parce que McKinsey, c'est un cabinet de conseil. Donc, c'est une formation pour des gens qui sortent de grandes études comme toi, assez unique. Oui. Tu fais plusieurs entreprises. Et là, on te retrouve en 2008 chez Google. Alors là, c'est la grande aventure. On va s'arrêter. Tout à l'heure, tu me parlais déjà de 2 rencontres assez incroyables. Parle-moi de cette rencontre, de cette femme que tu rencontres à Oxford, qui te demande de l'aider sur de l'athlétisme, c'est ça? Je vais revenir à mon principe de quand t'es pas certain, sois généreux. Ouais. Donc là, ça se passe comme ça à Oxford. Moi, je suis à Oxford. J'ai été 2 ans à Oxford. La première année, j'ai joué parce que je suis Canadien. Il faut jouer au hockey sur glace. Bien sûr. Right? Alors, puis la deuxième année, j'ai pas le temps parce qu'il faut que j'étudie pour mes examens finaux. Mais j'ai une amie à moi qui vient me voir et qui me dit, l'équipe féminine de hockey sur glace a besoin d'un coach. Puis on n'est pas capable de trouver. Puis Patrick, je le sais que tu vas être un bon coach. Puis je le sais que tu n'as pas le temps, mais il faut que tu prennes la job pareil, puis tu viennes nous aider. Fait que, évidemment, j'avais pas le temps, fait que je l'ai fait. Puis tu te fais des amis. Être coach d'une équipe féminine, c'est hallucinant comment. J'ai jamais autant ri de ma vie. Puis j'ai eu tant de plaisir. Il était courageuse, formidable. J'ai eu un plaisir fou. Mais bref, Shauna, c'est la capitaine de l'équipe féminine. Right? Puis, on est resté proches toute notre vie, mais à tous les 3 ans, tu t'appelles à tous les 2 ans où tu es rendu, qu'est-ce que tu fais? Puis ça donne que Shauna se ramasse chef de People Operations, des opérations de tout ce qui est ressources humaines à Google. Puis donc, en 2008, elle m'appelle au téléphone, il est 6h15 le matin, je me rappelle parce que je travaillais chez Bell, puis je me promenais en auto tôt le matin pour aller dans les centres de travail. Et elle m'appelle, puis elle me dit, j'ai une proposition pour toi. Ça fait 1 an qu'on cherche un chef de la direction financière. On en a passé 30 en entrevue. On les a tous haïs. Puis là, maintenant, le conseil nous a donné l'option d'aller international. Fait que je t'appelle pour t'offrir la job. À ce moment-là, tu es très heureux, peut-être et flatté. Tu te sens bien chez Bell. Tu hésites cette position-là? Première question. Et normalement, Google est connu pour avoir 272 entretiens pour arriver à avoir le poste final. Est-ce que toi, tu as pu avoir un shortcut pour avoir directement le poste, ou toi aussi, tu as dû faire les 8 entretiens pour avoir le job? Moi, j'avais été déjà
2 fois chef de la direction financière de 2 grandes sociétés. Fait que sur le coup, je lui ai dit... Puis non seulement ça, mais j'étais en pleine négociation avec un syndicat. Fait que je me préparais pour une grève. Fait que j'ai dit à Shauna, je t'aime bien, là, mais être un autre chef de direction financière, même si c'était pour une société comme Google, ça va m'ennuyer. Là. J'ai pas besoin de faire ça. Puis non seulement ça, mais je suis chef de l'exploitation de Bell. J'ai une grève qui se prépare. Fait que même si tu m'offrais la job, si on s'en va en grève, je vais jamais laisser tomber mon équipe. Puis Shauna a été aussi brillante qu'elle l'est toujours. Elle dit, fais-moi plaisir, réfléchis 48 heures. Je te rappelle dans 48 heures. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais y réfléchir, je te dis pas non. Je te dis pas oui, je te dis pas non. Puis ce soir-là, je suis rentré à la maison, puis il est 9h, 10h du soir, parce que c'est une journée régulière. Alors, mon épouse, Tamar, m'a dit, comment a été ta journée? Puis là, je suis en train de manger mon repas, froid, sur le coin de la table. Puis, tu vas me faire pleurer, là. Non, c'est parce que c'était ma punition. Tu sais, Tamar a dit, si t'es pas là, tu mangeras froid, mon gars, c'est tout. Non. Puis, mais on est en train de finir la journée ensemble. Puis, je lui dis, Shauna m'a appelé, elle voulait... Puis cet hiver-là, au Québec, il y avait 6 mètres de neige devant chez nous. Puis là, Tamar, puis on est en février, mars, puis Tamar me dit, ça me dérange pas, même s'il t'offre la job de nettoyer les toilettes. S'il t'offre une job en Californie, on y va. Fait que là, elle dit, tu vas aller prendre l'entrevue, puis tu vas aller les écouter. Et peut-être qu'on va prendre parce qu'il faut de la chaleur. Parce que là, je suis tanné d'être au Québec dans le froid. J'adore. Puis ce qu'elle me disait essentiellement, c'est, écoute, il t'offre une entrevue, va aller voir. Va aller voir. Et c'est pour ça qu'on est ensemble depuis toujours. C'est une immense conseillère. Puis c'est mon partner. Alors, je suis allé en Californie. J'ai rencontré l'équipe. Tu as raison, j'ai pas fait 75 entrevues. J'ai fait les entrevues qui comptent. Tu rencontres Eric Schmidt, tu rencontres les membres du conseil d'administration, tu rencontres essentiellement le conseil exécutif. Larry, Sergey, Au téléphone. Au téléphone parce que... Donc les 2 cofondateurs. Parce que moi, j'avais quand même ma job, puis tu peux pas le dire. Fait que je suis rentré juste une fin de semaine. J'étais là une journée et demie. Il fallait que je revienne pour le lundi matin pour mes préparations. Puis, c'est extraordinaire. Il m'offre l'emploi. Puis j'ai dit à Eric, je peux pas l'accepter parce que j'ai pas mon vote. Es-tu prête à attendre 4 semaines? Si j'ai mon vote avec mon syndicat, puis il l'accepte, je viens. S'il l'accepte pas, je peux pas prendre ta job parce que je m'en vais en grève, puis ça va être long. Puis Eric, avec toute la brillance du monde, Eric me dit, Patrick, on s'est rencontrés, je sais comment intelligent tu es, j'ai aucun doute que tu vas m'appeler dans 4 semaines, j'attends juste ton téléphone. Ah, donc il était assez confiant. 4 semaines plus tard, je l'appelais, mon vote a passé, je m'en viens en Californie. C'était quoi exactement ton job justement chez Google, d'une manière très pratique? Moi, j'ai commencé chez Google avec 2 responsabilités. La finance de la société, donc payer tout le monde, avoir le revenu, faire tous les audits financiers, les investissements de la société. L'entreprise était en bourse et est en bourse à ce moment-là. Exactement. Fait que là, j'ai aussi toutes les relations avec les investisseurs, tout ça d'un côté. Puis j'avais tout l'immobilier. Tout le parc immobilier de la société, tout le développement du parc immobilier. Puis en dedans de 24 mois, j'avais essentiellement... Si tu réfléchis à Google de façon très simple, puis tu dis, on a l'ingénierie et les produits, Larry et Sergey. On a une équipe de vente, on avait 2-3 personnes qui faisaient les ventes. On avait une équipe qui bâtissait nos centres de données. Puis imagine tout le reste. Ressources humaines, real estate, l'immobilier, la finance, les services aux employés, le transport, la sécurité. Tout ça, c'était à moi. C'est à toi. Fait que j'étais essentiellement un peu comme un mini shadow CEO. Un directeur général. Un directeur général. Puis, mais j'avais une équipe extraordinaire avec moi, évidemment. Puis parce que c'était facile de gérer toute cette croissance-là ensemble. Tu disais, je travaillais avec des génies, c'est une leçon d'humilité. Justement, c'est ça que tu dis, c'est que vous embauchiez que des gens très bons. Et donc, toi, à chaque fois, c'était ça aussi ton intérêt, c'est que tu devais être toujours au niveau, tu devais toujours te challenger tous les jours? Absolument. Tu sais, c'est un apprentissage. Mais j'arrive avec mon
avec mon coffre à outils. Fait que tout ce qui est... Moi, chez Bell Canada, tu sais, on avait 20 000 employés. Tu as des camions partout, tu as de l'infrastructure, tu as de l'immeuble. Fait que je connaissais... J'avais un métier qui était d'opérer des grandes sociétés. Fait que quand je suis arrivé chez Google, j'amenais tout ça avec moi. Puis Google, ça grossissait. La croissance était tellement phénoménale que juste mettre en place l'architecture d'avoir des opérations disciplinées, c'était un job à temps plein, right? Puis donc, moi, j'ai amené énormément de valeur de mon côté. Mais de l'autre côté, là, tu es assis dans les comités exécutifs, puis tu revois des plans d'affaires comme on va faire Street View. Right? On va faire Google Maps, on va faire Google Chrome. Là, tu étais sur Alphabet aussi, le début d'Alphabet. Exactement. Tout ce qui allait être complémentaire au moteur de recherche. Exactement. Fait que ça, pour moi, c'était comme retourner sur les bancs d'école, l'ingénierie première, la technologie. C'était tellement extraordinaire d'apprendre puis de boire à cette fontaine-là. En même temps que moi, je livrais tous les jours. On engageait 2000 personnes à tous les 90 jours. Faut que tu y mettes faut que tu aies une table, faut que tu aies un ordinateur, faut que tu aies un autobus, faut que tu aies... C'est tout ça qu'on livrait. On va faire une petite pause, une pause amicale. Le principe est le suivant. On a demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On l'écoute. Bonjour Patrick, j'ai une question pour toi. Une question qu'on pose souvent dans les sociétés de technologie, dans les interviews. Donc, quel est ton produit de techno préféré ces jours-ci et quelles sont les features que tu changerais ou les points d'amélioration que tu trouverais? À bientôt. Question de Françoise, on peut en parler tout à l'heure, notre amie Françoise Brouwer. Les deux qui m'amènent le plus de bonheur, il y en a un, c'est très simple, c'est WhatsApp. Parce que sur WhatsApp, ma famille, j'ai des gens partout dans le monde. Puis, j'ai une famille proche. Fait qu'à tout moment, ton téléphone sonne, tu as une petite vidéoconférence avec ta fille, le chat, le chien, le bébé qui prend son repas, tu as quelqu'un qui prend sur l'instant, pleure ou de joie ou de peine. Puis, étant donné que ma famille est explosée géographiquement, ça a énormément de valeur pour moi. Fait que ça, c'est un qui est essentiel parce que je cours tout le temps, right? Tu es toujours à la course. Où est papa aujourd'hui? Right? Oui, parce que tu as Australie, Toronto, Londres, Vancouver. Donc là, ça complique un peu. Donc ça, WhatsApp, ton premier. Le second? Le second, c'est Strava. Pourquoi Strava? Donc Strava, il faut expliquer ce qu'est Strava. C'est une application pour les cyclistes. Les cyclistes, les d'abord coureurs. Les cyclistes. Oui, exactement. Puis c'est pour les gens qui font de l'exercice dehors ou même à l'intérieur, parce que j'utilise Zwift sur Strava aussi. Puis Strava, ce qui est formidable, c'est que ça te garde honnête. Il faut aller jouer dehors. Puis je n'ai de besoin. On revient sur Google 2 minutes. Google fait partie de ces GAFAM. J'ai toujours pas compris comment des groupes aussi puissants qui ont autant de bénéfices travaillent toujours pour essayer de ne pas payer leurs impôts. Alors, je t'adore, hein, tu le sais, mais il y a un moment ou un autre où c'était quand même toi en charge de la finance de ce groupe-là et qui mettait plutôt à Dublin le headquarter pour trouver les loopholes potentiels en Europe. À bout d'un moment, tu t'es posé quand même quelques questions en disant juste, tout ça est-il totalement normal? Encore aujourd'hui, je me pose cette question-là. Puis la question fondamentale pour les sociétés américaines, je vais faire le cas des sociétés américaines, puis ça a été aussi la même problématique avec Twitter, puis on pourra en reparler, mais voici le problème fondamental. Dans les sociétés américaines, imagine un continuum, right? Avec deux extrêmes. D'un côté, tu as des sociétés comme Wikipédia, qui sont des sociétés à but non lucratif. Alors, ils n'ont aucun problème à faire ou perdre de l'argent. Puis de l'autre extrême, tu as des compagnies qui sont des Delaware C Corps. Puis un Delaware, une corporation... Donc, le Delaware, c'est un des États des États-Unis où quasiment toutes les entreprises américaines vont... Parce que c'est un État dans lequel ils rendent la légalité de créer une société, d'opérer une société, puis tout un cadre légal qui est très facile pour les sociétés. Ouais. Le problème de ces C Corp-là, des corporations C du Delaware, c'est que selon la loi américaine, ils ont seulement un seul stakeholder. Ils se rapportent seulement à une entité
dans leur responsabilité sociale, légale, c'est les actionnaires. Puis, en théorie, si un C-Corp essaie de donner de l'argent à une charité, right? Ils peuvent se faire poursuivre. Ils doivent maximiser la profitabilité aux actionnaires. Fait que si tu es une grande société comme Google ou toutes les autres, en fait, c'est pas juste Google, c'est toutes les sociétés qui sont des C-Corp, right? Toutes. Ils doivent pouvoir prouver qu'ils maximisent la valeur aux actionnaires. Puis donc, quand tu reviens au cadre fiscal, s'il y a un loophole quelque part que je peux passer à travers l'Irlande, non seulement tu passes, tu as une obligation, sinon tu vas te faire poursuivre de ne pas l'avoir fait. Fait que le modèle est cassé dans le sens où il n'est pas bâti avec... Puis en passant au Canada ou au UK ou dans d'autres pays, tu n'as pas ce problème-là. Parce que la jurisprudence fait en sorte que tu dois penser à l'entreprise, la santé de l'entreprise. Alors c'est un point, merci de le préciser. Là, on parle de ces C-Corp américaines. C'est vraiment le modèle de Milton Friedman qui a ce modèle-là, disant il faut maximiser la valeur pour l'actionnaire, et c'est ce que tu expliques là, et cette valorisation de l'actionnaire, si tu ne le fais pas, tu pourrais être poursuivi. En gros, c'est un modèle absolu en disant tu fais le plus possible de revenus, le plus possible de bénéfices, et l'actionnaire sera content. Ce qu'on voit bien, et c'est pour ça que tu parles des C-Corp, c'est pour ça qu'il y a cette organisation qui s'appelle B Labs, qui a lancé ces B Corp, qui disent non, on peut imaginer les choses différemment. Tu le sais bien, c'est un sujet que nous, on pousse beaucoup. Mon fonds d'investissement est un fonds B Corp, et on pousse ces sujets-là. Maintenant, toi, même en sachant ça, est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu as quand même posé des questions où tu t'es dit juste, tu es dans ton tunnel, tu fais les choses le mieux possible, et sans essayer de changer le système? Non, évidemment, quand moi j'étais chez Google, puis j'allais de façon régulière au Audit Committee, au comité d'audit et au conseil pour leur dire, on devrait avoir une stratégie différente. On est mieux que ça. Right? On est mieux que ça. Personne t'écoutait. Je te dirais que ça a pris... quelques années. Ça a pris probablement 3 à 4 ans. Une autre pause amicale, tu vas reconnaître la personne qui te pose cette question. First, I just have to say I'm Patrick's biggest fan. Talk about a good human who is kind, thoughtful, wicked smart, and has so much accumulated wisdom from his many years in the industry. He's an oracle that you want in your corner, which is why I put him on my board. The thing I'd ask him, as someone who's seen Silicon Valley disruption multiple times, from search to mobile to now AI, how is AI going to play out? But more specifically, if you're the person actually building the technologies today, you're the one in the trenches. What hype should you avoid and what bandwagon should you hop on as quickly as possible? Thanks. Quelle bonne question. Alors, on va peut-être mettre de côté l'IA. Donc, on va d'abord traduire. Donc, c'est quelqu'un que tu as connu justement chez Google, parce qu'il était le responsable du développement des projets chez Alphabet, dans justement ces nouveaux projets. Exactement, il faisait partie des nouveaux projets. Il aurait pu poser cette question en français, parce que Adrien, comme tu sais, est d'origine libanaise, donc il parle très bien français, mais il a été un petit peu timide, donc il l'a plutôt fait en anglais. Donc merci Adrien. Il parlait de son entreprise qui s'appelle Forward Health, qui est là aussi une innovation dans la santé aux États-Unis. Il y en a besoin, d'innovation dans la santé partout dans le monde, mais aux États-Unis également. Il te pose cette question-là. Donc, prenons cette seconde partie de la question. Qu'est-ce que toi, on parle beaucoup de hype dans la tech, qu'est-ce que tu dis, oh là là, les gars, voilà, ce hype, il est vraiment tout bidon et n'y allez pas. Et qu'est-ce que tu verrais qui dit, en revanche, ça, il faut y aller? Pour l'intelligence artificielle ou n'importe quoi? N'importe quoi. Je pense que l'intelligence artificielle, malheureusement, c'est pas le bon terme. Tout le monde aime ça parler d'intelligence artificielle, mais il faut vraiment regarder dans les modèles qui font ces grands modèles-là, comme OpenAI puis tout ça. C'est pas de l'intelligence, c'est du machine learning. C'est juste qu'il est très puissant. Fait que il faut pas... Les gens se disent tout, là, on va avoir des robots qui vont faire des conversations avec nous autour de la table le soir, là. Puis la réponse, c'est non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis si tu en as des conversations comme ça, c'est tout artificiel. C'est pas de l'intelligence, c'est juste, ils savent quoi dire parce qu'ils savent finir des phrases. Fait que c'est ça les grands modèles d'aujourd'hui. Ceci étant dit, les derniers modèles, parce qu'essentiellement, il faut réfléchir de la façon suivante. Tous ces modèles mathématiques-là, puis les modèles d'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui, c'était des modèles qui étaient sur des tableaux blancs pendant 25 ans, mais ils ne pouvaient pas fonctionner parce qu'on n'avait pas assez de mémoire, on n'avait pas assez de compute power, de puissance d'ordinateur
Puis à cause de ça, tu ne pouvais pas runner ces modèles-là. Tu ne pouvais pas les opérer. On n'avait pas assez de capacité. Dans le monde d'aujourd'hui, dans les derniers 5 ans, il y a tellement eu de développement dans les chipsets, là, les microprocesseurs, plus les immenses banques de données qui sont disponibles maintenant avec Amazon puis avec Google. On peut runner ces modèles-là. Fait que là, on est juste à la fine pointe, puis au début d'une nouvelle ère où est-ce qu'on peut bâtir des modèles absolument complexes, ce qui n'était pas possible il y a même 5 ans. Fait que ça, c'est la promesse de cette nouvelle technologie-là. Là, tout le monde dit « on va tout perdre notre job. » Puis moi, je regarde ça avec, encore une fois, il faut qu'un gouvernement puis les régulateurs regardent ça de façon proche pour être certain de ne pas se ramasser encore une fois dans les fossés. Mais moi, je vois plein de promesses. Et la réalité, c'est... Puis je le vois pas de façon intelligente, je le vois de façon... Imaginons dans notre vie de tous les jours toutes les frictions qu'on a à cause de tout l'appareil bureaucratique qui font opérer nos opérations de tous les jours. Si on pouvait avoir des machines qui pouvaient tout enlever ça, puis les gens vont me dire, oui, mais Patrick, ça va créer 10% de chômage. Puis moi, la dernière fois que j'ai remarqué, là, puis j'ai cherché un menuisier ou un plombier, là, essaye de trouver un plombier à Paris. Tu sais, moi, j'habite même pas à Paris, puis je te fais une garantie que tu essaies de trouver un plombier demain matin, puis il faut que tu attendes 3 semaines. Puis, fait que je me dis, si on enlève tous les gens qui, en ce moment, aujourd'hui, travaillent sur des écrans pour remplir la forme F89 pour la passer à la personne de l'autre côté de la rue qui prend ça puis qui met ça dans la forme W42. Tu dis qu'en fait... Toute la AI, là... D'accord. Tu dis que ça va permettre de simplifier des processus aujourd'hui qui sont assez ennuyeux et qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée et qu'il y a plein d'autres métiers, ce que tu peux dire, qui vont être créés. Exactement. Tu décides de quitter Google, c'est toi qui décides, hein, t'es pas mis dehors, pour te consacrer justement à ta vie personnelle, la famille, justement, parce que là, tu t'es rendu compte que après tant d'années, après autant de travail, qu'il fallait quand même que tu te ressentes. Je pars pour 2 raisons. La première, c'est mes enfants ont quitté la maison, ils sont tous ou à l'université ou ont fini l'université. Ma job de parent est faite. Fait que j'ai un moment dans ma vie, mais là, j'ai pas encore de petits-enfants. Right? Fait que là, tu as le choix. Tu peux avoir une deuxième vie pour pouvoir faire tout ce que tu veux. Parce qu'une fois que les petits-enfants arrivent, là, là, tu retournes bourreau de travail. Là. Tu recommences la machine où est-ce que là, il faut que grand-papa soit là, il faut que grand-maman soit là, il faut que ça commence. Fait que là, tu as une fenêtre. On a encore la santé. Right? Vous avez l'argent. On a l'argent, on a les moyens monétaires de faire... Fait que tu as ça d'un côté de la médaille. Puis de l'autre côté de la médaille, chez Google, moi, j'ai passé 7 ans à bâtir toute une machine. Right? Puis ma 7e année, elle ressemblait beaucoup à ma 6e année. Et ça, on revient à ce que tu nous as dit tout à l'heure, ça te dérange. Il y a un moment où moi, ça va pas. T'aimes la nouveauté. Il faut que j'apprenne, il faut que je crée... Tu n'avais pas de job au-dessus? Non. La seule job au-dessus, c'est CEO. C'est CEO. Puis ils vont pas le donner à moi parce qu'ils vont le donner à un ingénieur. Forcément. Avec raison. Tu sais, je prends pas ça personnel. Là, on se retrouve à ce moment-là où tu nous disais tout à l'heure, tu dis à tes enfants, je suis là, j'ai le temps, j'ai les moyens. Ils disent quoi, les enfants, à ce moment-là? Oh, God. Ma plus jeune, elle nous enregistre immédiatement pour le Ironman de Whistler en Colombie-Britannique. Puis elle dit, dans 6 mois, on se rencontre sur la ligne de départ. Puis, papa, I'm gonna chew your ass. Tu sais, je vais t'enterrer. Fait que mon fils... Ça veut dire qu'elle va te donner un coup de pied au cul. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Fait que j'ai ma fille, Mireille, avec laquelle on va apprendre à grimper, faire de l'escalade dans les montagnes, puis du mountaineering. J'ai Jules, avec lequel on fait des longues routes en montagne, des trekking. Ouais. Alors, la grande randonnée à distance. Avec Tamar, ça a été la même chose avec toi. Fait qu'on a fait des choses en famille, tout en famille, ou séparés. Puis... ça, combien de temps tu fais ça? 2 ans. 2 ans. Et tu te concentres à ça. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Puis j'ai aussi demandé à Tamar, j'ai dit, là, ça fait comme 25 ans là, qu'on court comme des démons. Là. Fait que là, j'ai dit, on va se faire la liste de toutes les choses que tu veux faire. Donc la bucket list, on est sur cette bucket list. Fait que là, c'est Tamar qui a fait la bucket list, puis j'ai dit, comme ça, si jamais je me fais ramasser par un autobus demain matin, là, au moins, I'm good. Tu as été d'un groupe à un autre groupe, d'un directeur financier à un directeur opérationnel, mais derrière tout ça, c'est quoi la raison d'être, de vivre de Patrick Pichette?
À 60 ans aujourd'hui? Ouais. Ben écoute, c'est exactement ça. Les 2 ans sur la route, c'était un moment parfait pour se dire... Puis je vais commencer avec un préambule qui est... Quand moi j'ai grandi, j'étais tout petit, les gens mouraient 65, 70, 72, 73. Fait que quand tu avais 60 ans, d'abord, les gens avaient bossé tellement dur. Ils étaient tout cassés. Aujourd'hui, on va vivre à 100 ans. T'sais, à tous les jours que tu te lèves, tu gagnes 17 minutes avec la science. À 60 ans, tu as une espérance, puis on la regarde. Si tu as des bons gènes, tu as une bonne diète, puis tu te fais pas ramasser par un autobus, tu fais un peu de sport, tu as jusqu'à 80 ans pour pouvoir avoir une vie vraiment active. Tu peux compter là-dessus. Fait que là, tu as 20 ans. Fait que, au lieu de dire, je prends ma retraite puis je commence à jouer au golf, je sais pas que les gens en retraite font, là, mais j'imagine qu'ils jouent au golf. Fait que, alors, toujours, tout le monde ne pense pas. Quand tu joues au golf, quand les gens t'es à la retraite, quand tu as un peu de moyens, les gens pensent que tu joues au golf. C'est assez marrant. C'est ça, right? C'est l'image qu'on a. C'est l'image que les gens se donnent. Fait que là, moi, je veux pas jouer au golf. Fait que ce que je me suis dit, c'est comment je vais redonner maintenant? Comment je vais juste m'amuser puis redonner? Fait que ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, on a besoin au Canada d'un écosystème beaucoup plus riche pour le capital de risque. On a besoin de créer de la richesse au Canada pour que les sociétés restent au Canada, réinvestissent au Canada, pour donner, parce qu'on a un modèle canadien qui est très différent des Américains. Quand je compare les États-Unis au Canada, c'est tellement un plus gros contraste que quand je compare le Canada avec la Suède, la France, la Hollande, la Belgique. On est de la même gang. On s'occupe des gens. Tu sais, quand on voit des gens sur la rue qui habitent dans les rues, ça nous fait mal au cœur. On se dit, il y a quelque chose de brisé dans ce modèle-là, puis on l'accepte. Tu sais, ça veut pas dire que c'est parfait chez nous. On l'accepte pas. Ce que tu vois, c'est qu'aux États-Unis, aux États-Unis, là, tu vois à San Francisco, la ville avec la plus grande richesse dans le pays le plus riche au monde, puis c'est des cités de tentes, puis des gens, puis c'est correct. Ils acceptent ça, eux autres, puis c'est comme, non, c'est ça le modèle capitaliste. Un Canadien n'accepte pas ça. Puis ça veut pas dire qu'on est parfait au Canada. On a tous nos problèmes, tu sais. Sauf que nos idéaux puis nos valeurs acceptent pas ça. Puis fait que, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire le plus d'impact possible pour ma communauté? Pour moi, c'est de créer de la richesse dans le tech. Donc, tu fais à travers ce fonds d'investissement. Donc là, tu aides d'autres entrepreneurs à réussir avec, comme Bliss, c'est la même chose que toi. Très similaire, avec des valeurs, avec le terme positif de valeur. On doit faire les choses le mieux possible pour l'écosystème, mais tu ne fais pas que ça, tu ne fais pas qu'Innovea Capital, mais aussi là, toi, tu t'es dit, dans mon pays, qui est le Canada, tu t'es dit, il faut faire aussi attention à la préservation du Canada, de la nature, et donc tu as aussi un gros projet, tu nous en parles? Fait que j'ai d'un côté mon écosystème économique avec Innovea, de l'autre côté, moi, je suis un environnementaliste, puis une des grandes leçons de faire le tour du monde, parce que j'ai passé 2 ans sur la route avec mon sac à dos, c'est de voir à quel point l'humain est en train de détruire la planète, puis à la rapidité à laquelle on est en train de le faire. Ça m'a touché. Il faut aller en Antarctique pour voir que en Antarctique, puis là, tu commences à lire des livres sur l'Antarctique, puis il y a 200 ans en Antarctique, il y avait tellement de baleines que tu pouvais marcher sur la mer, sur le dos des baleines. Il y avait des baleines partout, mais vraiment partout. Il y avait des centaines et des millions de phoques dans l'Antarctique. C'était bourré. Puis en dedans de 150 ans, on a déjà vidé la place. La seule raison pour laquelle les baleines ont survécu, puis il y en existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'en 1930, dans le grand crash de 1930, le prix du pétrole était tellement bas que tous les baleiniers qui restaient ont fait faillite. Puis si le prix du pétrole avait resté haut, il n'y aurait aucune baleine sur la planète au moment où on se parle aujourd'hui. Fait que moi, quand j'ai fait le tour du monde, puis j'ai vu tous ces exemples-là, je me suis dit, non, il faut agir. Fait que ce que j'ai fait, c'est, j'ai un projet avec un organisme qui s'appelle Conservation de la nature, puis on s'est mis quelques familles ensemble, puis on a acheté un immense territoire entre Montréal et Ottawa. Puis cet immense territoire-là, on est les 4e propriétaires en 400 ans. Écoute bien mon histoire. Pour nos amis qui sont francophones, ils vont rigoler. Le territoire a été donné par Louis XIV, à l'époque de la Nouvelle-France, à Monseigneur Laval et l'Église de Québec,
comme territoire féodal. Puis ce territoire féodal-là, qui est 65 000 acres, c'est 16 km par 17 km. Puis ce territoire-là est allé à l'église, à une famille féodale, right? Oui, De l'époque. Génération. Après ça, 100 ans plus tard, ça a tombé dans les livres du Great Canadian Pacific Railway, qui, eux, ont enterré ça dans leurs livres pour le bénéfice du Board of Directors avec leurs cigares. Vous pouvez imaginer les chapeaux, les cigares, pour aller à la pêche et à la chasse. Fait que, puis ça a été comme ça pendant presque 100 ans. Puis après ça, ça a tombé dans... Quand le Great Canadian Pacific Railway a explosé, c'est tombé dans les hôtels Fairmount. Puis évidemment, quelqu'un a trouvé ça dans les chiffres, puis il a dit « C'est pas un hôtel, ça? » Fait que là, ils l'ont mis en vente. Et c'est là... Plein de développeurs se sont pointés pour mettre 350 millions de condos là-dessus. Puis, Conservation de la nature m'ont approché moi parce que je suis québécois, je suis dans le coin. Puis, on dit, Monsieur Pichette, il faut sauver ce territoire-là. C'est un territoire unique. Puis, si vous ne l'achetez pas, il y a quelqu'un qui va le développer. On s'est mis 4 familles ensemble. Puis, on a fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire. On a mis une offre sur la table. La journée où il fallait mettre des offres sur la table, on a mis une offre sur la table qui était seulement une page. On a dit, puis c'est public, fait que je peux en parler, on a fait, c'était un tout petit mémo qui dit, on est en association avec Conservation de la nature. Notre objectif, c'est la conservation, l'éducation et la recherche d'un territoire unique qui n'existe plus. Et on vous offre 50 millions de dollars. Puis moi, j'ai emprunté de l'argent pour acheter cette place-là parce que je n'avais même pas l'argent. Fait qu'on vous offre 50 millions de dollars, cash, dans 90 jours, aucune condition. Oh. Puis, genre, c'est pour ça que je dis aux gens, je recommande pas de faire ça. Bon, hein? C'est pas... Puis parce que je savais que toutes les autres offres étaient 2 fois plus grosses que la mienne, mais il y avait due diligence, financement, blablabla. Fait que là, ils sont revenus, puis ils sont venus nous voir, puis ils ont dit... OK, M. Pichette, on vous le donne, sauf que si dans le prochain 90 jours, quelqu'un se pointe avec toutes les conditions, il avait pris 2 ou 3 autres, puis si eux qui sont sérieux se pointent avec toutes les conditions remplies à 100 millions, mettons, tu perds ton territoire, puis on te donne un break-up fee, on va te payer 5-7 millions. Fait que là, la course a commencé. C'était l'enfer. Ça, c'est 4 familles qui se connaissent à peine. Il faut que tu fasses des partnerships sur le moment. 90 jours, 3 mois, c'est court. On est maintenant 10 ans plus tard. Puis le territoire s'appelle Canuck. J'encourage tout le monde à Kenauk.com. Vous allez voir, on a maintenant une belle petite pourvoirie. Fait que c'est essentiellement un parc national privé pour le bénéfice de la communauté. Et qui ne sera donc jamais développé. Jamais vendu, jamais développé. Jamais vendu. Fait que ça, c'est mon petit programme parce que j'avais rien à faire. Qui est... Et ça se passe bien avec les 4 familles? Extraordinairement bien parce qu'on a tous le même... Quand on est entré dans le deal, on s'est tous dit c'est ça la vision. On n'a pas encore abordé un moment de ta vie qui a été assez rock'n'roll, comme tu disais tout à l'heure. Twitter. On est en 2018, tu rentres dans le board de Twitter. Quelques années après, tu deviens le président du board, donc c'est indépendant, ce qui est très important, c'est que tu n'étais pas attaché, tu n'étais pas actionnaire toi-même. Et ce qu'ils apprécient justement, c'est ça. Et puis, tu vois apparaître un milliardaire américain, tout le monde est au courant, on le connaît bien, Elon Musk, qui, sur le papier, paraît assez exceptionnel dans ce qu'il fait, de la manière dont il voit le monde, avec les réussites qu'il a pu faire avant. Toi, au départ, tu le vois comme ça? Comment tu le vis, toi? C'est une très bonne question parce que moi, j'ai mes obligations fiduciaires. Fait que la première chose qu'on fait, c'est on s'assoit avec nos avocats puis on regarde quelles sont vraiment nos obligations en tant que membre du conseil. Puis on va revenir à notre conversation de tantôt. C'est un C-Corp. C'est un C-Corp. À Delaware. Ma seule obligation, c'est maximiser la valeur pour les actionnaires. Fait que peu importe ce que moi je pense de mes interactions avec Elon, tu dis qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les gens. Ma seule obligation, qui ont des actions. Sinon je me fais poursuivre. Right? Fait que ça règle plein de problèmes. Je te dis pas que je suis content, mais ça règle plein de problèmes. La maximisation de la valeur de l'entreprise. Exactement. Alors, on s'est fait un petit comité avec moi, Brett et Martha, qui étaient 3 des membres du conseil. On est devenu le comité de la transaction. Puis, on a négocié avec Elon. Et alors? Puis, écoute, les choses qui sont
le plus important, c'est la règle numéro 1 avec Elon, c'est il n'y a rien que tu peux prédire. Il n'y a absolument rien que tu peux prédire. Machine learning, ça ne marche pas là. Zéro. Tu sais, ton R-square de corrélation, là, il est à 0.00004. Tu sais, il n'y a rien qui... alors, sauf que... Dans un égo, c'est compliqué. Il est tombé en amour avec la place. Il s'est fait un cheval de bataille qui disait que la société, on était tous des idiots. On ne savait pas comment opérer un business comme ça. Puis il était pour nous montrer comment faire. Fait que, où on a bien joué nos cartes comme conseil, c'est on lui a essentiellement dit, c'est vrai que tu as une grande stratégie pour la société. Puis de l'autre côté, on a besoin de certitude parce que tu es tellement volatile. Parce que Elon Musk, c'est Elon Musk. Ouais. Donc, signe-nous quelque chose. Fait qu'il faut que tu nous signes quelque chose qui nous donne la certitude que, tu as l'argent, puis pas juste une promesse d'argent. Tu as l'argent. Ouais. Et là, c'est là où vous avez gagné. Puis c'est là où on a gagné. Parce qu'il a signé le papier. Là, c'est son ego qui a parlé. Dans non-égo, les deux choses qu'il nous a données, qui a fait en sorte qu'on a pu attacher le deal, c'est il nous a donné la garantie de l'argent. Qu'il n'avait pas? Non, il n'avait. Il avait aligné toutes les banques quand il s'est pointé. Puis il y a assez d'argent. On sait qu'il a l'argent. On sait qu'il a l'argent, mais il a dû vendre quand même. Mais ça, c'était pas mon problème. Pas ton problème. Lui, il a écrit qu'il l'avait. Puis on sait qu'il l'avait. Puis la deuxième chose qui est tout aussi rocambolesque, c'est on lui a dit, si tu veux vraiment acheter la société, essentiellement, tu as ta propre vision. Tu n'as pas besoin de faire de due diligence. Parce que tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire avec. Alors, il a laissé tomber son droit de due diligence. Ce qui est quand même, pour un montant, rappelle-nous le montant de l'acquisition. 44 milliards. Puis, juste pour tout le monde, là, 1 milliard, c'est 1000 millions. C'est ça. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup. Et donc, tu as quelqu'un qui, dans l'urgence, parce que vous le pressez, parce que, nouveau, tu maximises la valeur de l'actionnaire, tu lui dis, pas de due diligence, et tu me signes un contrat maintenant en disant que tu ne pourras pas revenir en arrière. Oui. Il le fait. Oui. Tu penses que Twitter va survivre, toi? Bonne question. Oui, mais ce ne sera jamais ce que ça aurait dû être. Ouais. Ça ne sera pas le Twitter. Ça avait vivoté, c'est ça? Exactement. Tu penses que la concurrence de Thread, de Facebook, tu penses que ce qui aurait pu être fait va être fait par d'autres? Oui. Ouais. Une autre question, une autre pause amicale, notre camarade John McConbach-Bell qui te pose cette question-là. Salut Patrick, c'est John McConbach qui vous demande une petite question. Expliquez-nous la joie de travailler sur un conseil d'administration comme votre expérience avec Twitter. Merci. Ciao. Merci John pour ta question. Oui, merci John pour ta question. Puis je pense que ce qui est le plus important, c'est, je vais revenir à, moi j'aime bâtir puis travailler pour des sociétés que j'appelle de conséquences. Puis j'ai travaillé à Google. Malgré tout ce qu'on veut dire de Google, c'est une société de conséquences. Sais-tu, même chez Bell Canada, qui est... Comment tu définis de conséquences? C'est que ça a un impact, c'est ça que tu dis? Ça a un impact positif sur la société. Tu sais, moi, chez Innovia, là, tu peux m'offrir toutes les Candy Crush du monde, tu n'auras jamais un sou de moi pour faire Candy Crush. Ça, c'est des sociétés de dopamine qui font juste du cash pour faire du cash, puis qui savent comment jouer dans ton amygdala. Twitter, malgré tout ce qu'on peut dire de Twitter, Jack a bâti une société de conséquences. Tu parles de Jack Dorsey, qui est le fondateur, un super entrepreneur. Et servir des sociétés de conséquences... Ça te donne le sourire, toi. Ça te donne le sourire, ça t'apporte beaucoup de bonheur parce que tu fais partie de la bonne histoire. Je propose maintenant une pause musicale. Patrick, quelle est ta chanson culte? Wish You Were Here de Pink Floyd. Ouh, on adore. On l'écoute. Merci Patrick.
Ah, quel plaisir de te voir. C'est un bonheur. Merci à toi. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.